Radio J. Réponse sans tabou, Rafi Marciano. Radio J. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Radio J pour cette nouvelle émission des Réponses sans tabou. Alors très rarement, comme vous le savez peut-être, le sujet de la haine de soi a été traité. Très peu de fois, un livre a analysé le phénomène du suicide juif dans l'Antiquité. Et on nous a rarement expliqué l'étrange complexe de Samson. Professeur Franck Larosky, bonjour. Bonjour, Rafi Marciano. Alors, je rappelle que vous êtes professeur à Strasbourg, vous êtes le doyen des études de l'Institut universitaire Elie Wiesel et vous venez de publier un livre très étonnant, le thème « Le complexe de Samson » aux éditions Hartmann. Alors, le complexe de Samson, on parle souvent, Franck Larosky, de certains juifs qui seraient victimes d'un phénomène étrange, c'est-à-dire de la haine de soi. Qui a proposé cette idée ? L'auteur du concept de haine de soi, juif, ce qu'on appelle en allemand le jüdische Selbsthass, c'est un philosophe juif allemand du nom de Theodor Lessing qui a écrit un livre qui s'appelle précisément « La haine de soi du juif ». Et alors, dans la psychanalyse Franck Larosky, il y a un certain nombre d'entre nous qui parlent de la haine de soi dans le monde juif. Mais quels sont les arguments qui sont évoqués pour parler de la haine des juifs ? Les arguments qui sont évoqués, c'est effectivement le fait qu'il y a dans le monde juif des tendances profondément opposées. Il y a une tendance à la valorisation et une tendance à la dévalorisation. La haine de soi apparaît donc au moment où certains juifs sont profondément victimes d'un sentiment de mépris de leurs conditions juives. C'est une maladie, on peut dire, qui apparaît dans le monde juif et qui va marquer profondément la société juive, particulièrement dans certains pays, comme par exemple en Allemagne. Alors, certaines personnes auraient été marquées par ce sentiment latent et inconscient, d'une part d'hostilité, de haine, de mépris, de rejet, désir de meurtre de soi. Certains juifs donc refusent leurs origines, leurs traditions, leurs parents, leur peuple, leur identité. Ce qui conduit certains de ces sujets profondément perturbés par ces tendances au suicide, la seule voie pour se débarrasser de ce qui apparaît comme un poids affectif négatif et insupportable. Mais alors pourquoi ce thème, Franck Larosky ? Est-ce qu'aucun livre n'a traité du problème du suicide des Juifs dans l'Antiquité ? Comment on peut expliquer cette absence de cette histoire qui existait à travers des figures bibliques ? Comment on n'a jamais parlé de ce phénomène de suicide dans des personnalités bibliques ? Oui, la raison, c'est que le suicide est extrêmement rare dans l'Antiquité biblique. Et j'ai trouvé seulement dans le complexe de Samson que j'ai publié aux éditions Hermann, une dizaine de personnages qui ont commis ou qui ont cherché à commettre ces suicides. C'est-à-dire que durant un millénaire entier, il y a très peu de cas de suicide dans le monde juif. Le monde juif reste farouchement attaché au désir de vie, même dans les conditions extrêmes de persécution. Comment vous expliquez cette réflexion, cette absence-là ? Cette absence-là s'explique, je le propose dans mon livre, par la primauté de la pulsion de vie sur la pulsion des morts. Vous savez que Freud avait signalé à partir des années 1920 que l'être humain est déchiré entre deux tendances.
une tendance à l'affirmation de soi, pulsion des vies, et une tendance à la négation de soi, pulsion des morts. Eh bien, dans le monde juif, c'est la pulsion des vies qui domine avec force, avec intensité, avec profondeur, la vie des communautés, y compris dans des conditions dramatiques extrêmes. Ou Bacharta Bachaim. Tu choisiras la vie. Tu choisiras la vie apparaît donc comme une idée dominante dans le monde juif. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit dans l'introduction de mon livre. Les textes de Moïse, vois, je te propose en ce jour, d'un côté la vie avec le bien, de l'autre la mort avec le mal. Donc, Uvacharta Vachaim, c'est ce qui explique votre livre. C'est effectivement ce qui explique. Et je voulais dire donc que à la fin du livre, je cite cette idée que l'histoire d'Israël est une histoire qui se caractérise précisément par le fait que le peuple ne va pas accepter de vivre dans la malédiction. Et je vais citer précisément le grand rabbin de France, Chaim Corsia, dans un livre qu'il a écrit sur le problème du suicide. Il écrit « De nos jours, tous les militaires israéliens, à la fin de leur période d'instruction, se rassemblent sur les pitons rocheux de Masada et obtiennent leur grade en jurant « Masada lo tipol sheinit » plus jamais Masada ne tombera. Et il dit, autrement dit, le suicide collectif, celui des combattants de Masada face aux Romains, devient la pierre angulaire d'une société qui s'est construite pour vivre. Il est intéressant de signaler donc cette phrase du grand rabbin Corsia. En vérité, le monde juif n'est pas dans l'obsession de l'autodisparition, il est précisément dans la volonté ferme de dépasser toutes les tendances mortifères qui peuvent exister, de désespoir pour affirmer la vie malgré tout. Et c'est la raison pour laquelle les soldats israéliens, donc traditionnellement montés au sommet du mont Masada, non pas pour jurer de répéter ce suicide collectif, mais au contraire pour jurer que c'est là qui a eu lieu une fois dans l'histoire ne se répétera jamais. Ce qu'on appelle le serment de Masada. Le serment de Masada qui est un serment de vie et pas un serment de mort. Alors Franck Laroski, si je vous écoute bien, y a-t-il un rapport entre le martyre des Juifs dans l'Antiquité et par la suite du Moyen-Âge et avec les temps modernes aujourd'hui? Comment vous expliquez? Ça, je l'explique selon la phrase du psychanalyste juif allemand réfugié aux États-Unis, Theodor Reich, qui dit dans son livre sur le masochisme que les Juifs de l'Antiquité, les Juifs du Moyen-Âge poursuivent tout au long de l'histoire une tentative de dignité et d'affirmation de soi qu'ils trouvent aussi même chez les Juifs persécutés par les nazis. Il écrit ça. Est-ce que, d'après vous, on peut parler de masochisme juif? Expliquez-nous. Il y a, dit-il, deux tendances opposées. Comme dans chaque peuple, comme dans chaque nation et chaque religion, il peut y avoir une tendance à la mortification, à la négation de soi. Mais il y a, dit-il, face à cela, une tendance dominante dans le monde juif, qui est une tendance d'affirmation de soi, y compris dans les conditions extrêmes. Alors donc, quel est le point de vue des historiens, si je comprends ce que vous dites, alors quel est le point de vue des historiens sur le martyr juif? Est-ce un idéal ou une simple situation où on se trouverait? C'est
un idéal, là, mais le monde juif ne veut pas faire du martyr en soi l'idéal. Comme le signale Mireille Hadas-Lebel, le kadosh, le martyr juif, ne se présente pas en modèle pour le peuple d'Israël, il se présente comme celui qui est prêt à affronter les tortures, les persécutions et la mort en défense de la foi, mais sa vision fondamentale reste la défense de la foi. Donc, vous allez parler de Samson, qui est un peu l'archétype de ce suicide, entre guillemets, de l'histoire. Mais je veux dire, en 1968, Franck Larowski apparaît et publie un livre du rabbin Rubinstein sur l'imagination religieuse. Ce livre a été un très grand débat. Mais quelle est sa théorie en réalité du rabbin Rubinstein? Qu'est-ce qu'il développe? La théorie, c'est qu'aucun peuple ne peut vivre dans la pression émotionnelle constante de la persécution. Il doit trouver des formes de réaction. Le peuple d'Israël a trouvé une forme de réaction, c'est précisément affirmer toujours et face et à la persécution, face à l'antisémitisme, face aux tentatives du massacre du peuple juif, la volonté de lutter pour l'existence. La lutte pour l'existence apparaît comme centrale, ce que j'essayerai d'expliquer dans les 4 conférences de mardi à 10 heures tous les mardis du mois de janvier à l'Institut Elie Wiesel. On va en parler. Alors, mais pour reprendre la dernière phrase que vous dites, professeur Franck Larowski, pour Samson et pour explorer les tendances du monde juif au sujet du sacrifice de soi, comment vous traduisez dans votre livre qui vient de paraître, Le complexe de Samson aux éditions Harmattan? Comment vous expliquez ces tendances qui font jour? Moi, j'essaye de montrer que la notion de complexe de Samson est une construction intellectuelle de certains journalistes ou de certains psychologues et que porte d'ailleurs... Est-ce que vous pouvez rappeler, aux auditeurs, qui était Samson, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on parle de Samson est un héros de l'Antiquité juive qui a été prisonnier des Philistins, aveuglé, et qui, au cours d'une journée qui était consacrée au culte païen du dieu Dagon, va détruire les montagnes, les 2 colonnes du temple, et avec cela, ils sont tués, 3000 Philistins avec lui. Certains voient là... que Samson était un dirigeant du peuple juif. Oui, c'était un dirigeant du peuple juif. Mais s'il n'est pas... On ne peut pas dire que Samson apparaît comme un synonyme de la haine de soi. Il apparaît comme un lutteur. Et quand il va démolir les colonnes du temple, il ne pense pas nécessairement à se détruire, il pense à détruire ses ennemis. Et c'est un acte de lutte contre les persécuteurs, les agresseurs, les oppresseurs du peuple d'Israël. Ce n'était pas en contradiction avec la vision du maître du monde. Cette position effectivement, la question a été posée par nos sages, qui considèrent que dans le cas de Samson et dans le cas du roi Saül, on ne peut pas parler d'une véritable volonté suicidaire de destruction de soi. C'est plutôt un acte héroïque. Et il est intéressant de voir qu'en général, la tradition juive conteste le suicide, mais les sages vont parler de quelques cas dans lesquels cet acte de destruction de soi est pardonné. Alors, quel est dans votre esprit, quand vous parlez du complexe de Samson, est-ce que c'est une tendance du peuple juif à travers les âges? Est-ce que le complexe de Samson dont vous parlez dans votre livre, c'est d'abord, est-ce que c'est une réalité historique ou c'est simplement une simple fiction psychologique? C'est une fiction psychologique. Quand
Yasser Arafat, du haut de la tribune des Nations Unies, invite le peuple israélien à renoncer au complexe de Samson, il montre sa totale ignorance des principes de la psychologie. D'abord, un peuple ne renonce pas à un complexe, mais d'autre part, ce complexe qui est simplement un acte de la vie d'un homme, n'oublions pas que Samson est un homme isolé. Il n'est pas à la tête d'une armée qu'il va conduire à un suicide. Il est un homme seul et son acte ne peut d'aucune façon, quand on regarde les textes, être considéré comme un acte collectif du peuple. Oui, mais c'est en contradiction avec la mission que Dieu lui a confiée. Absolument, et c'est exactement le problème qui se passe. Et je vais vous dire qu'il y a aussi un commentaire de Rashi dans le Talmud. Je demanderai compte du sang versé, non seulement du sang de l'autre, mais aussi du sang de celui qui a versé son propre sang. C'est-à-dire qu'il y a donc effectivement dans le judaïsme une opposition ferme à l'idée de mettre fin à ces jours, c'est un homicide, mais d'autre part, il y a des cas extrêmes dans lesquels les sages se sont penchés sur la question et ont trouvé donc des raisons valables. Alors, dans ce cas-là, Franck Larosky, quelle conclusion pouvons-nous tirer de cet itinéraire du peuple juif face à la tentation du suicide? La conclusion qu'on peut tirer, c'est la suivante. On nous dit que deux choses sont descendues du ciel au moment de Sinaï, un livre et un glaive. Et une voix est sortie du mont Sinaï en disant « Si vous adoptez le livre, le glaive remontera au ciel. Vous ne serez pas dans la violence. » Alors, on va parler de l'Institut Wiesel. On ne peut pas avoir le doyen des études sans parler de l'Institut Wiesel. Mais rappelons donc tous ceux qui veulent lire le livre Le complexe de Samson, paru aux éditions Harmattan. Alors, Hermann. Oui. Et donc, quel est aujourd'hui le fonctionnement de ces 4 séances que vous allez assurer pour donner suite à cette émission du suicide de Samson? Je veux parler des 8 personnages qui vont marquer aussi l'histoire biblique, en commençant précisément par Samson et en arrivant jusqu'à Judith de Béthulie, héroïne féminine. À chaque fois... Quels sont ces personnages? Ces personnages sont donc Samson, par la suite Avimelech, le roi de Sichem, qui est un grand tyran et assassin. Après, c'est le roi Saül, personnage extrêmement complexe et mélancolique. Le roi Zimri, qui a disparu pratiquement de la scène de l'histoire. Achitophel, le conseiller traître qui mettra fin à ses jours. Par la suite, je parlerai de Judith de Béthulie et aussi de Masada, les héros de Masada. Seul cas de suicide collectif dans toute l'histoire d'Israël. Bar Kokhba? Bar Kokhba, je ne parlerai pas parce que je me limite à l'Antiquité biblique. En conséquence, par la suite, nous parlerons de Bar Kokhba qui peut donner lieu à un très grand débat, comme c'est le cas en Israël aujourd'hui. Donc c'est sur 4 mardis à l'Institut Elie Wiesel. Oui. Ça commencerait quand? Ça commence donc la semaine prochaine, donc ce mardi, donc 10, et ça finira donc à la fin du mois de donc janvier. Après-demain, vous commencez vos séances à 10h du matin? À 10h du matin, parce qu'il y a tout un groupe de personnes qui sont plutôt favorables à l'idée de travailler le matin, comme ça se passe maintenant dans différentes universités, où le public
Alors, on aura le plaisir, pour ceux qui ont écouté, qui veulent avoir de plus amples explications sur ce livre-là, Le complexe de Samson, aux éditions Hermann. Donc, on vous retrouvera après-demain, Franck Larowski, à 10h du matin, pour la suite de cette émission, Le complexe de Samson, à l'Institut Elie Wiesel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Rafi Marciano.